Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à Verdun-sur-Garonne, dans le Tarn, à une quarantaine de kilomètres de Toulouse, et le 29 septembre 2003, un homme se rend à la gendarmerie car il a quelque chose à leur raconter. Il veut parler au chef Sarda à une seule condition, rester anonyme. Dans un village voisin, un homme aurait été séquestré pendant des années, violé et aurait fini par être tué. Cette histoire se passe dans l'auberge du Tail à Aucanville. Toujours selon le témoin anonyme, l'homme en question serait un certain Georges Ourdin. Cependant, il ne sait pas comment l'orthographier. Y a-t-il un H? Est-ce que ça s'écrit A-I-N ou I-N? Il ne le sait pas. Donc il le prononce seulement phonétiquement parlant, mais au niveau de l'orthographe, il n'en sait rien. Niveau description, il ne sait pas grand-chose non plus. Il dit que l'homme est âgé d'une soixantaine d'années, qu'il est assez petit, environ 1,65 m, et qu'il est maigre. Il donne tout de même d'autres précisions. Selon lui, l'homme aurait été tué lors d'une soirée sadomasochiste, puis son corps aurait été donné à manger aux cochons et les restes ont été jetés dans un puits de la propriété. Les gendarmes le prennent au sérieux. Cependant, l'enquête s'annonce très difficile car lorsqu'ils lui demandent quand est-ce que ce meurtre a eu lieu, le témoin répond en 1997, c'est-à-dire 6 ans plus tôt. C'est une enquête très compliquée qui attend les gendarmes. En effet, les faits datent d'il y a 6 ans, il y a très peu d'éléments. Cependant, on peut noter qu'ils ont le temps. Ils n'ont rien à faire. Ça date d'il y a 6 ans, donc ils se disent bon, on va prendre notre temps pour résoudre cette enquête. L'auberge du Tail, ou devrais-je dire l'ancienne auberge du Tail, car depuis 4 ans elle est fermée, est située à 400-500 mètres du centre du village de la ville d'Aucanville. Malgré que cette paisible auberge de campagne soit fermée, la famille y vit toujours. Il y a Altobella Capellieri qui vit avec son mari Armand Laveyron, mais aussi sa fille Martine qui est sourde et muette, ainsi que le mari, le copain de sa fille. Et de temps en temps, les 2 fils du couple passent à l'auberge. Franck Ambal, un ouvrier agricole, vit aussi dans l'auberge. Concernant les rumeurs qui circulent dans cette auberge, on ne les compte plus, il y en a beaucoup. La première, on y mange bien, on y boit bien, mais la patronne est très bizarre et très peu accueillante. Il y a des soirées très spéciales organisées à l'auberge le soir et bien souvent la patronne finit nue à danser sur les tables. Autant vous dire que les dérapages sexuels sont très fréquents lors de ces soirées. Apparemment, sa fille, qui était sourde et muette, a été donnée à un représentant de Champagne en échange de tarifs préférentiels sur les factures. Difficile de savoir si les rumeurs sont vraies ou fausses. Lorsque les gendarmes cherchent un petit peu, ils ne trouvent pas de plainte déposée contre la famille ou même contre l'établissement et on remarque qu'ils n'ont jamais eu affaire à la justice. Ils se disent tout de même, nous allons aller voir cette auberge. Mais on va pas le faire de manière classique. On va pas aller voir directement les gens à leur porte en disant toc toc toc, on veut visiter votre auberge. Non, non, non. Ils prennent un hélicoptère et ils survolent la zone. En survolant la zone, ils repèrent l'auberge, ils repèrent le puits dont le témoin parlait, mais ils repèrent également un bâtiment qui pourrait servir d'étable pour accueillir des animaux, par exemple des cochons. Ils se rendent ensuite à la mairie afin de questionner le maire, puisqu'ils se disent que le Georges Ourdin est certainement resté assez longtemps dans ce village. Par conséquent, le maire devrait savoir qui il est. Le maire se souvient vaguement d'un sans domicile fixe qui pourrait correspondre à Georges Ourdin. C'est tout. Il n'a rien d'autre sur lui. Il a juste une certitude, celle que l'homme a séjourné quelque temps dans l'auberge du Tail à Aucanville, donc chez Capellieri. Il ne sait pas s'il est décédé ou non et lorsque les gendarmes regardent dans le fichier des personnes disparues, ils ne trouvent pas la trace d'un certain Georges Ourdin. Ils n'avancent pas, ils savent seulement que l'homme avait une soixantaine d'années, qu'il était petit, maigre et qu'il a séjourné chez Capellieri. C'est tout. Ils ne savent pas s'il est encore vivant, s'il est porté disparu. Pour l'instant, ils sont un peu bloqués là. Ils se mettent à chercher Ourdin dans des dossiers administratifs et c'est très long, car à l'époque, ils le faisaient manuellement.
Et en plus de ça, ils ne savent pas où chercher. Donc ils regardent à la lettre O, ils ne trouvent pas. Ils regardent à la lettre H, ils ne savent pas si c'est IN ou IN. Cependant, ils réussissent quand même à trouver un homme. Au bout de 2 mois de recherche, ils trouvent un Georges Jourdain écrit H-O-U-R-D-I-N à Outarville, donc dans la gendarmerie d'Outarville, située dans le 45. Ils demandent donc aux gendarmes d'envoyer une photo de cet homme, ce qu'ils font. Ils montrent la photo au témoin de départ. Le témoin de départ, il est sûr de lui, ce n'est pas l'homme dont il parle. Il faut s'imaginer quand même que les recherches ont été très compliquées et très longues, d'autant plus qu'ils se heurtent à des administrations qui ne peuvent pas leur fournir de date de naissance. Donc aucun moyen de vérifier que l'homme a bien une 60aine d'années. L'enquête continue et c'est la mairie de Paris qui leur dit « Attention, nous avons 2 Georges Jourdain, orthographiés exactement pareils, qui sont nés à 3-4 jours d'écart dans 2 arrondissements différents de Paris. Et les 2 ont la 60aine d'années. Le premier est toujours en vie, il est marié, il a 2 enfants, donc il est très rapidement écarté. Cependant, sur le deuxième, il y a des choses à dire. À Metz, le commissariat de police a enregistré une ivresse sur la voie publique et ensuite cet homme a été hospitalisé dans un état alcoolique dans un établissement spécialisé à Bar-le-Duc. Les gendarmes retrouvent une des sœurs de Georges Jourdain, ils la contactent. Ils apprennent alors que le fameux Georges Jourdain avait rompu tout contact avec sa famille depuis une 30aine d'années, et ce, après la guerre d'Algérie. À part le fait qu'il ait grandi dans une fratrie de 6-7 enfants, ils n'ont pas plus d'informations puisque personne dans sa famille, de ce que la sœur dit, n'a eu de contact de lui depuis. Ce qui complique la tâche, c'est qu'aucune administration en France, que ce soit en France métropolitaine ou en Outre-mer, n'a déclaré sa disparition et ou sa mort. Le 12 mars 2004, dans les registres de l'hôpital Ringueil à Toulouse, les gendarmes découvrent une hospitalisation qui date de 1988 et pour laquelle le fameux Georges Jourdain a été domicilié à l'auberge du Tail à Aucanville chez une certaine Isabelle Laveyron. Isabelle Laveyron qui n'est autre que le nom d'épouse d'Altobella Capellieri, donc Georges Jourdain est bien passé à l'auberge du Tail et y a bien séjourné. Les gendarmes peuvent donc agir et interroger les personnes qui habitent à l'auberge. Le 25 mai 2004, au matin, ils se rendent à l'auberge pour interroger tout le monde. Ils interpellent toutes les personnes en même temps afin d'éviter les fuites, mais aussi afin d'éviter qu'ils se mettent d'accord sur la version qu'ils diraient aux gendarmes, parce que l'homme est certainement mort. À l'auberge, il y a Capellieri, son fils Claude, mais aussi l'ouvrier agricole Franck Ambal. Simultanément, la propriété est perquisitionnée. Si Georges Jourdain a été tué ici, il y a forcément des traces. La brigade cynophile intervient. Et alors là, j'ai appris quelque chose, je ne sais pas si vous saviez ce que c'était, une brigade cynophile. C'est tout simplement une brigade avec des chiens qui sont spécialisés dans la recherche de cadavres et d'ossements. Voilà, si vous ne le saviez pas, vous avez appris quelque chose. À ne pas confondre avec cinéphile, parce que c'est pas pareil du coup. Après 2 jours intensifs de recherche, les gendarmes ne retrouvent rien. Ils sont un petit peu embêtés car une garde à vue c'est 48 heures, ce n'est pas extensible. Donc la seule manière de les garder en garde à vue et de les arrêter, c'est d'obtenir des aveux. Le motif de la garde à vue est donné à chaque personne interpellée, la mort de Georges Jourdain. Tous sont unanimes, ils le connaissent, cependant ils ne savent pas s'il est mort ou pas, ils savent pas où il est en fait. De son côté, Capellieri se montre très autoritaire, et elle essaye même d'avoir une emprise sur le gendarme qui est en train de l'interroger. Elle se met en position de supériorité, se montre très sûre d'elle et nie fermement toute implication dans la disparition et ou la mort de Georges Jourdain. Certes, elle le connaît, il a séjourné à l'auberge, cependant, il est parti de lui-même en 1993 et elle ne sait pas ce qu'il a fait ensuite. Les gendarmes ne tirent rien de l'interrogatoire de Capellieri. Cependant, 2 autres interrogatoires, ceux de Claude et de Franck Ambal, vont se dérouler différemment puisque ces 2 hommes ont beaucoup de choses à dire. Franck Ambal, l'ouvrier agricole, explique qu'il a connu Capellieri 8 ans auparavant. Il passait très souvent devant l'auberge, elle le voyait, et un jour elle lui a proposé de venir manger, partager du temps, rester un petit peu à l'auberge. Et comme il était majeur, il est revenu de plus en plus souvent. Elle l'a hébergé et en contrepartie, il faisait quelques travaux dans l'auberge. Et donc depuis 8 ans,
il résidait à l'auberge. Pendant 2 ans durant, les deux ont eu des relations sexuelles avant que Franck Ambal se rende compte qu'elle était alcoolique et manipulatrice, qu'ils ne prennent peur et donc ils ont arrêté leur relation sexuelle. Il dit bien évidemment qu'il a connu Georges Jourdain, que c'était un sans domicile fixe qui s'est rendu un jour à l'auberge pour demander s'il pouvait avoir à manger. Capelleri lui a servi à manger et en échange il est resté et pareil, un peu comme Franck Ambal, il faisait quelques travaux dans l'auberge en échange du gîte et du couvert. Il était totalement sous son emprise puisqu'elle le battait très régulièrement, en fait quotidiennement, avec des objets divers et variés. Des fois, elle le jetait dans la cour nu et lui mettait un jet d'eau froide sur lui. Enfin bref, elle était très violente avec lui. Lui n'était qu'un homme à tout faire et il vivait dans une petite pièce, une espèce de buanderie. C'était le souffre-douleur de Capelleri. Il a tout de même essayé de fuir 2-3 fois. À chaque fois, Capelleri ordonnait à son mari d'aller le chercher et de le ramener, ce qu'il faisait, donc il n'a jamais vraiment pu s'enfuir. Franck explique également qu'à plusieurs reprises, il a déjà violé Jourdain sous les ordres et les yeux de Capelleri. Visiblement, ça l'amusait énormément et elle a déjà même filmé la scène pour ensuite menacer Jourdain avec cette cassette. Elle lui faisait un peu de chantage et c'est peut-être grâce à ça qu'elle parvenait à le maintenir dans l'auberge et à faire qu'il arrête de fuir, puisqu'elle avait une vidéo sur laquelle il se faisait violer par un homme. Le témoignage de Franck Ambal paraît très sincère, puisque même lui, il se met en porte-à-faux un petit peu concernant le viol de Georges Jourdain. Par contre, il ne dit rien sur la mort potentielle de Georges Jourdain et il confirme les dires de Capelleri selon lesquels il serait parti de lui-même, il aurait disparu et il ne serait jamais revenu. C'est au tour de Claude, le fils aîné de Capelleri. La première chose que les gendarmes remarquent, il a très peur de sa mère, donc au début il ne fait que confirmer les dires de sa mère selon lesquels Georges Jourdain a disparu du jour au lendemain. Il confirme aussi les dires de Franck Ambal selon lesquels Georges Jourdain a vécu 6 ans de violence quotidienne. On en apprend un petit peu plus concernant Altobello Capelleri. Apparemment, Bruno, le plus petit des 2 frères, a déjà été brûlé avec une cigarette parce qu'il avait fait pipi au lit. Claude, de son côté, est déjà resté toute une nuit dehors, en hiver, en étant totalement nu, puisqu'il avait fait tomber des couverts ou un truc dans le genre. Ils ont grandi avec une mère très autoritaire et un père plutôt absent, effacé, qui se pliait aux ordres de sa femme. Un soir, Capelleri appelle Claude lui disant de venir de toute urgence à l'auberge. Il arrive à l'auberge et découvre Georges Jourdain à terre, qui est mort. Sa mère, pour se défendre, lui dit qu'elle le battait, comme d'habitude, et que sans faire exprès, il est tombé, qu'il a fait une mauvaise chute et que depuis, il ne bouge plus. Claude se dit que c'est très fort probable qu'il soit décédé à cause de ça, puisqu'au vu des coups qu'il se prenait tous les jours, ce n'est pas étonnant que ça finisse comme ça. Par contre, personne n'appelle les secours. Ils auraient peut-être pu le sauver. Elle ordonne à son fils et à son mari de se débarrasser du corps, d'en faire quelque chose. Donc, ils traînent le corps jusqu'à la porcherie en se disant que les cochons allaient certainement le manger. Le lendemain matin, ils se rendent compte que les cochons n'ont pas touché au corps. Il y a une raison à ça. Claude, qui est quand même un minimum humain, s'est dit « Non, cet homme a vécu pendant longtemps avec nous, il ne peut pas finir mangé par des cochons. » Donc, la veille, lorsque tout le monde est parti, il a donné à manger aux cochons de manière à ce qu'il n'ait plus faim et à ce qu'il ne touche pas le corps jusqu'au lendemain matin où il découvre que le corps est intact. Capelleri leur dit alors « Très bien, mettez le corps dans le puits. » C'est ce qu'ils font. Ils ferment le puits et elle leur interdit d'en parler à qui que ce soit. Il restera 3 mois dans le puits. 3 mois plus tard, un beau matin, Capelleri se réveille et se dit « Non, on ne peut pas garder un cadavre chez nous. Il faut le faire disparaître complètement. » Donc, son mari et son fils le sortent du puits, l'amènent dans la maison et décident de faire brûler le corps. Ils brûlent durant toute une nuit. Et le lendemain matin, elle donne un sac poubelle à son fils avec les cendres de Georges Jourdain et lui dit « Tu vas jeter ça quelque part, où tu veux, mais tu le jettes. » Il prend sa voiture, il se rend à Toulouse et il jette ce sac dans une poubelle de la ville. Grâce à Claude, on sait donc que Georges Jourdain a été tué de manière volontaire ou non
et qu'ensuite son corps a été brûlé. Donc ils ne trouveront jamais de preuves, ils ne trouveront jamais le corps. Cependant, entre les déclarations de Franck Ambal et de Claude, cela concorde. Donc ils savent que maintenant, il faut qu'ils travaillent au corps Capellieri pour qu'elle avoue. Avant ça, ils se rendent de nouveau à l'auberge et la passent au crible. Ils cherchent des traces ADN, des traces de sang. Ils trouvent quelques traces de sang, cependant elles sont vieilles, elles ont été lavées, elles sont inexploitables et ils en trouvent aussi dans la porcherie. Dans la porcherie, ils n'arrivent pas à savoir si c'est du sang humain ou du sang d'animaux, car ça peut être aussi du sang de cochon. Ils sont notamment à la recherche des fameuses cassettes vidéo dont Franck Ambal parlait, mais ils ne trouvent rien. Un nouvel élément va être décisif dans cette enquête, apporté par Martine, la fille sourde et muette de Capellieri. Elle se rend à la gendarmerie et leur donne une cassette vidéo. Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas la cassette vidéo sur laquelle on voit Franck Ambal avoir une relation sexuelle avec Georges Jourdain, c'est une cassette vidéo qui montre une fête de famille. Et pendant cette fête de famille, Georges Jourdain est présent. On le voit à 2 reprises. La première fois, il est attablé, il paraît très fatigué et alcoolisé. C'est tout, on voit que ça. Cependant, la deuxième fois où on aperçoit Georges Jourdain, il est blessé à l'oreille et il a un pansement. Donc il a certainement été frappé. Les gendarmes confrontent Capellieri à Franck et Claude. Les 2 hommes sont terrorisés. À l'instant où ils parlent, Capellieri leur lance des regards noirs, leur disant de se taire. Ils n'arrivent pas à la confronter, donc les gendarmes, et c'est inédit, décident de mettre une sorte de rideau entre la femme et les 2 hommes pour qu'ils puissent s'exprimer plus librement et qu'il n'ait pas peur de croiser son regard. Bien sûr, Capellieri ne change pas sa version des faits et elle se place même maintenant en position de victime en disant que tout le monde est contre elle. La pauvre! En janvier 2005, après 16 mois d'enquête, c'est la sécurité sociale de Montauban qui apporte un nouvel élément. Georges Jourdain percevait une pension d'invalidité de 3 000 francs et ce jusqu'en janvier 1997. Et devinez où il était domicilié? À l'auberge du Tail, chez Capellieri. Souvenez-vous, Capellieri disait que Georges Jourdain était parti en 93. Cependant, il continue de percevoir quelque chose jusqu'à 97. 4 ans. Est-ce une faille? Vous vous en doutez, Capellieri a réponse à tout. Elle dit aux gendarmes que c'est vrai, il était à l'auberge, qu'il est décédé dans l'auberge en 92 et qu'elle a continué de recevoir la pension d'invalidité de l'homme jusqu'à ses 60 ans, donc jusqu'en 97. Voici sa version des faits. Nous sommes en juillet 1992, c'est le soir. Capellieri est avec son mari, ils discutent, ils sont dans le salon, je sais pas ce qu'ils font. Bref, ils sont tous les deux. D'un seul coup, ils entendent quelqu'un crier. La belle-mère de Capellieri, donc la mère de son mari, était à l'auberge dans sa chambre lorsqu'elle crie. Son mari Armand accourt dans la chambre et lorsqu'il arrive dans la chambre, il se rend compte que Georges Jourdain est avec sa mère. Il pense tout de suite qu'il a peut-être agressé sa mère, il ne sait pas trop, donc il rentre dans une colère et il poursuit Georges Jourdain à travers toute l'auberge. Ce dernier trébuche, tombe sur le rebord de la piscine, mauvaise chute, il décède. Capellieri raconte que son corps a ensuite été mis dans la porcherie, puis dans le puits, avant d'être brûlé dans la cheminée. Tout l'enchaînement de porcherie puis cheminée, c'est un enchaînement qui est commun à tous les interrogatoires, que ce soit celui de Franck Ambal, de Claude le fils ou de Capellieri. Elle explique qu'elle a seulement été témoin de ça et qu'elle n'a rien fait. C'est facile. Elle charge son mari. Et son mari, je ne vous l'ai pas dit, mais il est décédé depuis. Donc la justice ne peut rien faire contre ça. Concernant son mari, c'était également un homme soumis, battu, qui n'aurait jamais fait de mal à personne. Bon, je sais que souvent on dit ça et puis au final, les personnes se révèlent être des réels tueurs. Mais visiblement, lui, il était très soumis et c'était pas lui qui donnait les ordres, c'était Capellieri. Apparemment, lorsqu'elle était avec son mari, elle a eu de nombreux amants, dont un avec qui elle est restée 2 ans, qui se rendait à l'auberge le soir. Son mari sortait de la chambre, l'amant rentrait dans la chambre, ils passaient la nuit ensemble, avaient des relations sexuelles. Et le lendemain matin, Capellieri toquait à la porte ou au mur et le mari ramenait le petit déjeuner au lit. Pour vous dire à quel point son mari était sous emprise de Capellieri. Bien évidemment, cela ne le disculpe de rien et c'est ce que l'avocat de Capellieri a dit pour la défense de sa cliente.
Maintenant, selon la version de Capelleri, on sait que l'homme serait tombé au bord de la piscine. Donc, les gendarmes vont voir au bord de la piscine s'ils retrouvent des traces de sang. Ils n'en retrouvent pas. Sa version des faits ne correspond pas avec les preuves qu'ils retrouvent, puisque les seuls endroits où ils ont retrouvé du sang, c'était dans la porcherie, mais aussi dans l'espèce de petite buanderie vestibule où dormait Georges Jourdain. Autre problème, si Georges Jourdain est bien décédé en juillet 92, l'enquête est prescrite, puisqu'elle a commencé en 2003, soit plus de 10 ans après. Et 10 ans après les faits, on ne peut rien faire. Personne ne peut donc être poursuivi. Les gendarmes en ont encore sous le pied. Ils savent que Claude a transporté le sac contenant les cendres de Georges Jourdain en voiture jusqu'à Toulouse. Ils savent aussi que lorsqu'il a utilisé sa voiture, c'était une voiture assez récente qu'il avait achetée récemment. Et plus précisément, qu'il avait depuis juillet 1994. Donc, si on fait tous les calculs, Georges Jourdain est décédé au plus tard en début 1994. Capelleri est passé pas loin du tout du crime parfait. Cependant, grâce à cet élément, les gendarmes peuvent continuer l'enquête pour l'arrêter. De son côté, Claude a beaucoup plus de chance. Bon, après, lui, il n'a pas fait grand-chose. Si, complicité, puisqu'il a déplacé le cadavre. Mais on n'est pas trop sûr des dates, donc il a plus de chance par rapport à ça. Et pour lui, l'enquête est prescrite, les faits sont prescrits. Et Franck, lui, pareil. Concernant les viols, c'est pareil, ça fait beaucoup plus de 10 ans, donc il n'est pas inquiété pour ça. Aussi, l'emprise exercée ne leur laissait plus le libre arbitre suffisant qui aurait permis de retenir leurs responsabilités. Capelleri est donc seul dans le box de la cour d'assises, et là il y a une seule certitude, Georges Jourdain est décédé. La question, comment? Puisqu'il n'y a pas de corps. Et donc certes, il y a les témoignages, mais il n'y a pas d'autres preuves qui permettent d'affirmer à 100% les témoignages. Le 7 septembre 2009, à la cour d'assises de Montauban, soit 17 ans après la mort de Georges Jourdain, Capelleri est accusé de séquestration ayant entraîné la mort. Pendant son procès, elle ne paraît pas si méchante. Elle paraît même plutôt inoffensive, une petite dame pour qui la vie n'a pas été très facile. Et ce qu'il remarque, c'est qu'elle semble totalement absente. Elle est là, mais sans être là. On lui soumet des témoignages qui l'accusent, sa seule défense est de dire « tout le monde ment ». Il n'y a que moi qui dis la vérité. Plusieurs fois, elle dira « les gens disent ce qu'ils veulent ». Ce qui est assez perturbant, à un moment, l'avocate de la défense lui demande si elle a déjà eu un chien. Capelleri répond que oui, elle a déjà eu un chien, mais qu'il est décédé. L'avocate lui demande ensuite « qu'en avez-vous fait ?» Capelleri lui explique que son labrador a été enterré sous un arbre dans le jardin. Georges Jourdain a été donné à manger au cochon, son chien a été enterré, ça ne choque personne. Elle avait donc plus de considération pour son chien que pour un humain qui est resté pendant longtemps à l'auberge et qui l'a pendant longtemps aidé. Après 1h30 de délibéré, le verdict tombe, elle est reconnue coupable pour séquestration ayant entraîné la mort de Georges Jourdain et est condamnée à 15 années de prison. Fidèle à son attitude, elle ne montre aucune émotion et l'année suivante, elle fait appel rejeté et en prime, elle récupère 5 années supplémentaires, donc 20 années de prison. J'ai pu lire qu'à partir de 2018, elle était éligible à la libération conditionnelle, cependant je ne crois pas que cela ait été appliqué car je n'ai pas trouvé qu'elle avait été libérée. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de belles vacances, ou même ceux qui étaient déjà en vacances. Je vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, reposez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année 2022.